Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Il est 11h en cette journée du lundi 29 juin 2020. Vous avez compris, c'est l'heure du Club de la Presse. Cette émission que nous animons en direct sur Canal FM ici, la 93.5 FM, la nouvelle génération, mais émission reprise un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde, grâce à nos partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou, Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, et dans le monde entier, relayé par les radios numériques Ebene Radio, Radio Gameli, sans oublier l'application Canal FM qui retransmet directement l'émission sur le site. Michel Koko Vitogbe Tomega et Giro Dakucha à la console technique. Et ici, au micro, le seul et innocent Kodjo Tete Sasgaou, Vifan Bolo Adjala Maito Gaou Gatragasi Gegledo Tutu Asigno Avodanou Domodomoza. Commençons par le digne fils de Kwalgou, de Bouffalé, c'est Uriel Yang de Méga Info. Bonjour. Bonjour, Sas, très impressionné par votre nom très kilométrique. J'avoue que ce n'est qu'une partie. Une partie, j'avoue que quand vous le prononcez ainsi, vous ne pouvez pas imaginer des millions de personnes qui sont très impressionnées. J'espère que des milliers de Togolais auront ce genre de nom aussi. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. De Bouffalé, de Kwalgou, nous descendons à Kouvé. Kouvé qui nous a donné naissance à Didier Assogba. Bonjour. Bonjour, Sas. Bonjour aux auditeurs de Canal FM. Dommage que moi, j'ai pas un nom kilométrique. Mais vous avez un village, Kouvé, qui signifie tout. Oui, Kouvé, ça veut dire beaucoup de choses. Notamment Kouvé Gboli. Kouvé Gboli, justement. Gboli, c'est le figuier. Mm-hmm. Bon, voilà. Les grands-parents ont dit qu'il y a du figuier là-bas, donc ils ont dit Gboli. Et Kouvé qui attend que la situation se clarifie et que la dépouille de son monument Yaovi Madji Apollinaire à Boibo puisse être rapatrié au pays. On peut deviner les funérailles que Kouvé et le Togo entier préparent pour le vieux bélier noir. Après la Bina, nous sommes descendus dans Yoto, mais nous remontons dans la Soli avec Aliru Moru Chakala Biassé. Alafia Saskonkarni. Alafia. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Et je leur souhaite une très belle semaine de travail. Merci. Au menu du Club de la Presse de ce jour, c'est des sujets tous azimuts. Nous allons parcourir les péripéties de la riposte à la Covid-19, également faire une incursion à l'Assemblée nationale où les députés tiennent une session plénière actuellement, et puis quelques questions de proximité, notamment l'école, la santé, et pourquoi pas la gouvernance au sein de nos entreprises publiques. Mais comme c'est une tradition, nous démarrons le Club de la Presse avec ce proverbe allemand qui dit que l'ordre conserve le monde. L'ordre conserve le monde, mais si les Allemands le permettent, on peut dire que l'ordre et le droit conservent le monde en toute harmonie. Eh bien, commençons par le Conseil national des patrons de presse, le CONAP, qui était en assemblée générale élective le samedi dernier. Le résultat est connu depuis et des journaux reviennent là-dessus ce matin. Le rendez-vous dont nous saluons le directeur Abi Alpha Isotou, le rendez-vous qui écrit CONAP, le président sortant reconduit. Quant à nouvelle opinion, il écrit Arim Yaou Tchanyahou, réélu président avec une majorité écrasante, pendant que Courrier, Aliru, votre journal qui titre Arim Yaou Tchanyahou, ou l'expression de la confiance renouvelée de ses pairs, confiance renouvelée, mais confiance qui contient des responsabilités, ce que lui rappelle Togo Matin qui titre ce matin Tchanyahou Arim Yaou réélu à la tête du CONAP avec le défi de perpétuer la professionnalisation de la corporation journalistique. Aliru? Oui, le samedi dernier, tous les patrons de presse étaient en assemblée générale
dans un climat serein, de convivialité, et on sentait que tous les patrons étaient là pour un grand événement. Réélu 2 ans en arrière, il a voulu remettre son mandat à l'appréciation de ses pairs, qui sont les patrons. Donc, celui qu'on peut appeler le patron des patrons, parce que Tchaniao chapeaute une association exclusivement de patrons de presse. C'est pas des associations de n'importe qui, c'est pas un fourre-tout. Mais il faut dire aujourd'hui que c'est tous les directeurs, c'est tous les patrons qui sont au sein de cette grande entité, la plus représentative du pays d'ailleurs. Et toutes les mesures ont été prises au regard de la pandémie que nous traversons. La salle était aérée avec des espacements conséquents entre les participants à cette assemblée générale élective. Et après les salam alek de début, les mots de bienvenue, le mot d'ouverture même de l'assemblée générale, on a passé un peu au peigne fin le bilan des 2 années écoulées que Tchaniao et son bureau ont eu à faire, et ce fut quand même quelque chose de très prodigieux. Et quand Jean-Paul Agbo passait le témoin à Tchaniao, on pensait que c'était une mission impossible parce que Jean-Paul Agbo aussi avait marqué son territoire. Mais on a constaté que Tchaniao et son bureau ont maintenu le cap. Ils ont fait de grandes choses et pour le bien de la corporation. Donc, c'est unanimement que ces pairs l'ont reconduit avec 100% des voix. Donc, aujourd'hui, non seulement il est reconduit, mais il se dit que il mettra la professionnalisation, le journaliste, les patrons au cœur de son second mandat. Donc, il a ratissé large, et cet espoir placé en lui, cette confiance renouvelée, il entend poser des actes pour la mériter. Donc, félicitations à lui. Merci. Je peux juste rappeler que l'une des innovations que Tchaniao a apportées au CONAP, c'est la délocalisation des journées portes ouvertes qui se tenaient ici à Lomé, que Tchaniao a transporté il y a 2 ans à Sokodé, au plus fort de la crise de la C14 PNP. L'année dernière, nous étions à Kara avec l'espoir que ces journées portes ouvertes continueront à se délocaliser. Pourquoi pas aller à Dapaon et reparcourir les autres régions économiques du Togo. Tchaniao réélu à une forte majorité, c'est bien, mais sauf que Uriel Enyang, dans d'autres sphères, ça ferait sourire qu'à une élection, il y ait un candidat unique qui a été reconduit à 100% des électeurs. Non, bon, moi je trouve que c'est normal parce que les gens peuvent opter ne pas se présenter comme candidat à la tête du Conseil national des patrons de presse. Tchaniao ayant marqué beaucoup de buts, il y avait beaucoup d'avantages, il y avait beaucoup de ballons qui se jouaient à sa faveur. Je pense que ce n'est pas un crime pour les prétendants de démissionner, de laisser le terrain libre à M. Tchaniao. Au-delà de tout ce que vous avez énuméré, il faut ajouter que c'est au cours de son mandat que l'aide de l'État, l'aide que l'État nous apportait, a connu une moyenne croissance que tout le monde connaît déjà. Nous osons croire que ce n'est pas seulement, connaissant l'homme, ce n'est pas seulement une élection, mais il va œuvrer davantage pour que les défis qui étaient encore restés sans être relevés soient relevés, notamment la couverture maladie aux journalistes, pour que nous puissions vraiment être protégés, que si un journaliste tombe malade, qu'il puisse aller se soigner aussi facilement que possible. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives. Nous comptons beaucoup sur l'homme et son équipe surtout, que son entourage laisse un peu de côté de jouer à la comédie, à la pagaille, pour prendre l'allure de Tchaniao, pour que nous puissions trouver de bons résultats à la fin de leur mandat, et qu'à la fin de ce mandat, qu'on trouve aussi des innovations au niveau des tests, que ces tests-là puissent arranger tous les journalistes, que ce ne soit pas une équipe fermée. Merci Tchaniao, qui est un ami, je dirais, personnel, et c'est pas prétentieux. Et après son élection, je lui ai envoyé ce message, et je lui disais que ce plébiscite de ses pairs n'est que l'expression vraiment de la confiance
des directeurs de publication, et que Tchaniao, le président reconduit, saura avoir le génie de consolider et perfectionner son œuvre d'adaptation des médias aux contraintes des temps, ceci avec plus de professionnalisme, de spécialisation, de rentabilité des médias et également d'inclusivité et de confraternité. Didier Uriel parlait tantôt de l'aide de l'État qui est montée à 150 millions. Tchaniao y a contribué, sauf que, sans relativiser son ardeur, c'est un travail d'ensemble des organisations de presse qui ont conjugué leurs efforts pour qu'il en soit ainsi, avec l'espoir qu'il en sera toujours ainsi à l'avenir. Et puis le CONAP qui comprend les patrons de presse, mais il y a quand même d'autres organisations, d'autres patrons de presse, notamment le patronat de la presse togolaise, PPT, il y a également l'Uratel, et même Atopel et bien d'autres, pour dire que la presse togolaise rivalise d'ardeur dans la multiplicité de ces organisations, de ces titres, ce qui est une certaine vitalité. Oui, naturellement. Et je veux croire que cette multiplication et diversité d'associations regroupant et les patrons de presse et les journalistes ne soit pas véritablement un handicap au développement et à la modernisation de notre secteur et surtout au professionnalisme du métier. Et j'ai noté ces derniers temps une collégialité, on va dire plutôt une complicité entre la plupart de ces organisations. Vous voyez le PPT qui se joint avec le CONAP, avec Atopel, avec Uratel. Donc je crois que ce sont les associations des patrons qui se mettent ensemble sous la coupole de l'OTM pour mener un certain nombre d'actions, notamment depuis cette affaire de la pandémie de la Covid-19. Et je vois que ça marche plutôt bien. Et si on peut capitaliser dessus avec l'esprit qui caractérise Arimiyahu Tchaniao, qu'on connaît, rassembleur de par sa nature et de par même ses origines au Togo, rassembleur à tout point de vue. Depuis qu'il est là, je l'ai pas vu exclure quelqu'un. Personnellement, je suis pas encore membre du CONAP, mais je peux dire que j'ai profité de quelques largesses de président du CONAP, donc dans le cadre des activités du CONAP. Et si ça peut continuer comme ça, avec l'esprit qui le caractérise et la volonté qu'il affiche pour contribuer à la modernisation de la presse, et de l'autre côté, l'ensemble, le travail qui se fait avec les autres organisations de presse, je pense que c'est la presse togolaise qui sortira grandie parce que unie et qui parlera d'une seule voix. Et je pense que nos propositions, notamment, tu as parlé de l'aide de l'État à la presse, si on est unis et que l'État sent que nous parlons d'une seule et même voix, je pense que la recommandation des États généraux de la presse togolaise de 2014 qui a dit que l'aide de l'État devrait quitter de 100 millions, 75 millions à l'époque déjà, pour aller à 800 millions de francs CFA, je pense que ce ne sont pas les miettes de 50 millions qu'on y ajouterait, mais on portera l'aide. Merci. Alero, vous avez un petit complément à ajouter? Oui, il y a un autre aspect que je voudrais soulever, c'est le respect des tests. Les journalistes, vous savez, ils sont très critiques. Quand tel qui n'est pas de leur bord fait si en train de vouloir piétiner les tests, on est inconsolable, on ça donne à fond à marteler haut et fort que le respect des tests s'impose à nous. Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau de nos corporations, de nos différentes associations, que ceux-là qui les chapeautent aussi respectent les tests. Un mandat de 2 ans, renouvelable une fois, c'est pas un mandat élastique qui n'en finit pas. Donc je souhaiterais que nous aussi, qui sommes très critiques, nous donnions l'exemple pour que d'autres disent que non, ils sont très alertes à critiquer, mais à leur sein, ils respectent les tests qu'ils se sont librement donné. Je rappelle que les statuts du CONAP disent que le président est éligible pour un mandat de 2 ans, reconductible une seule fois. Donc Tchaniao vient d'être réélu pour son ultime, c'est-à-dire son dernier mandat. Pour ce que vous disiez tantôt, ça nous ramène à la pensée du jour, ce proverbe allemand que nous avons togolisé et qui dit que l'ordre et le droit conservent le monde. Et pour finir avec Tchaniao, vous rappelez, il y a 2 ans, quand il a été élu, nous l'avons reçu dans ce studio du Club de la Presse. Il nous a décliné ces défis
Nous attendons qu'il finisse de bien digérer sa réélection. Nous le reverrons ici incessamment pour qu'il nous reprécise ces nouveaux défis. Oui, Uriel? Oui, quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, parce que lors de cette assemblée générale élective, il y avait la présence du représentant de notre ministre de la Communication et du président de la HAC, qui ont dit quelque chose de très important. Ils ont dit quoi? Leur souhait, c'est que on puisse parvenir à l'obtention d'une seule organisation de presse qui parle d'une même voix. Lorsqu'il y a beaucoup, Didier le disait tantôt, lorsqu'on a beaucoup d'associations, vous savez bien le problème que cela crée. Chacun est porteur de son message et on ne sait pas comment ça marche. Lorsqu'on parviendra, comme au Sénégal actuellement, à obtenir une seule organisation, vous verrez que nos doléances seront... Voilà un défi acceptées. Que tout le monde de la presse dans son ensemble devra relever. Maintenant, nous allons aller dans une école et dans un hôpital. Mais avant cela, ce titre du journal Le Télégramme du Togo, qui écrit un titre quelque peu provocateur, qui écrit « Chaos des infrastructures sanitaires et scolaires ». Et autre journal, c'est Le Correcteur qui lance un SOS. SOS, école primaire publique du 13 janvier, la honte de la capitale, écrit Le Correcteur. Ceux qui connaissent cette école du 13 janvier, tout comme ceux qui connaîtraient l'école primaire publique de Djokaleban à Tochi, vous saurez qu'il y a vraiment un travail à faire. Et puis... pour les hôpitaux, c'est une vidéo qui circule de façon virale, une vidéo qui parle des salles d'hospitalisation du CHU Campus. Malheureusement, nous n'avons que le son, et le son est enlevé. Nous vous prions de prêter attention. CHU Campus Milea, CHU Campus, matla ke josona donodoya. Newe matla ya nyanyane. Mira tengalo no vafia e noya lo mawele kudomi l'Afrique lo mawure ka donc a nyami le gla lo memile ya Togo mile ya le CHU Campus déjà des donoyo déjà des le dafo ne nyapata wa mawile to grano lo mi le to grami la palo le ahonami lo nyanya rekele miasio Tengola so drado matla jami luwe ya mi luwe tadi be afole agbetonti le va mke mi le agbekwe mi le en 2020 maou 2020 en enyo mi le apasi o melo maou ja sofi maleda lo oh maou me sofi malora ba maou mi le apasi o me on tonya ba apasi o me mi le akpe kaka maou awoto kula onamia. Merci ceux qui ont pu visionner cette vidéo. En sait quelque chose, Chakala, je ne sais pas si vous l'avez visionné, mais c'est une vidéo qui montre une salle d'hospitalisation au CHU Campus, les matelas, les placards, les lits. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je puis vous confier que quand j'ai eu connaissance de cette vidéo, je l'ai transférée à notre ami qui assure la communication au ministère de la Santé. Il m'a promis qu'il ferait remonter ça au plus haut niveau du ministère de la Santé. D'autres confrères ici, comme Alphonse Ken, ont saisi des médecins qui travaillent au CHU Campus et qui confirment malheureusement l'état de délabrement avancé du centre hospitalier universitaire Campus, l'un des hôpitaux de référence de notre pays. Tchakala. Non, cet hôpital, l'appeler encore hôpital de référence, je crois que ça serait un abus de langage. Et cet hôpital ne prête même pas du tout mine. J'ai été très écœuré, très choqué en voyant la vidéo. Je me suis pris la tête dans les mains. Je dis, mais à ce 21e siècle et en pleine capitale, on voit ça. Mais un chien émancipé qui va chez le vétérinaire n'accepterait pas se coucher sur ces matelas-là, n'accepterait même pas intégrer une telle salle, parce que tout sent le pourri, le moisi, ça sent le roussi. Et des gens, des hommes faits de chair et d'os, qui sont malades vont aller se coucher là-dessus. Je crois que ça ne fait pas décent, ça ne nous arrange pas. Au moins, l'état des lieux peut soulager un malade
à 50% avant qu'on ne lui administre les soins. Mais quand on rentre déjà, ça doit sentir aussi. Puisque quand vous voyez l'état des matelas, je parie que depuis que ce centre hospitalier a été inauguré, on n'a pas eu à changer ces matelas. Sinon, on ne verrait pas cela. Donc, je crois que sous d'autres cieux, les directeurs qui ont en charge un tel centre doivent démissionner. Il ne faut pas tout le temps attendre de l'État. Il y a quand même de l'argent qu'on prend pour les consultations, pour certains trucs. Donc, le centre même est censé avoir son petit budget pour le faire. Si on doit tout le temps attendre que ce soit le ministère, alors qu'il y a un responsable en charge de cet hôpital, il y a un directeur. Qu'est-ce qu'il fait de ces petites recettes-là qui se font? Vous arrivez là-bas, rien n'est gratuit. Même pour un petit pansement, vous êtes obligé d'aller acheter. Donc, rien n'est gratuit. Ça veut dire que ce centre fait un peu de bénéfices, qu'on se serve de ces bénéfices-là, au moins pour soigner l'image, pour changer le matériel, le mobilier. Donc, je crois que si le ministre nous écoute, il faut un grand ménage au sein de son équipe. Merci. Parce que ça ne nous honore pas. Merci. Il y a des étrangers aussi qui viennent, qui tombent malades, qui vont dans nos centres. Qu'est-ce qu'ils iraient dire ailleurs de nos unités de santé? Merci. Ceux qui ont vu cette vidéo-là se rappelleraient ce que disait notre aîné, Lucien Diosmensan, ici, qui disait que s'il est malade, et tant qu'il peut parler, il n'accepterait jamais que ses enfants le transportent dans un hôpital public. Malheureusement, ce que Lucien a dit ici, que nous avions trouvé un peu trop catégorique, se trouve confirmé. Mais Didier, cette vidéo, qui est une réalité malheureusement, est d'autant plus choquante que c'est dans le même temps que le même État togolais met des dizaines, voire des centaines de milliards dans la lutte contre la riposte à la Covid-19, alors qu'il y a d'autres maladies qui nous assaillent et qui nous déciment. Et voilà l'un des hôpitaux de référence de notre pays. Ça, même si la formule ne plaît pas beaucoup à Tchakala. Oui, mais non, ça, tu te souviens qu'au début de l'affaire, de la pandémie de la Covid-19, ici, dans ce studio même, et quand on dit que c'est le centre où on mettait des gens en traitement... Le CHU Lomé commune? Non, le CHU Campus d'abord. J'avais dit dans ce studio que moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on se leurre à dénommer cet hôpital, enfin, si c'est encore un hôpital, à dénommer ce centre-là, ce lieu-là, CHU. C'est une insulte publique que des gens nous font en appelant ce lieu-là. Moi, je suis allé là-bas 3 fois. Je n'ai rien vu à part les docteurs qui sont et le personnel, il n'y a rien d'un hôpital qui est là. Vous allez dans un lieu complètement sale. Vous voyez les salles qui sont presque en détresse. Les salles même disent que nous ne pouvons plus tenir. Vous voyez même l'environnement, le lieu même, ça ne vaut pas la peine. C'est la brousse un peu partout. Et vous vous demandez si c'est vraiment un hôpital. Ce n'est pas... Il faut que, si nous disons certaines choses ici, après des gens vont vous critiquer, vont vous attaquer. Nous disons des choses sur le prisme juste du social. Si ça choque des gens, qu'on travaille ensemble à améliorer cet hôpital-là, et demain, ce sera une fierté pour nous tous Togolais. On forme des docteurs à l'université, et c'est justement là-bas qu'ils sont censés faire les pratiques pour avoir de l'expérience et mieux nous traiter. Et si ce centre-là, qui doit servir de centre d'expérience aux docteurs qui sortent de l'université, est dans cet état-là, et après, heureusement que la dame a bien pris soin de préciser que nous sommes en 2020 au Togo, à Lomé, au CHU Campus, sinon des gens auraient vite fait de nous dire maintenant que ce n'est pas le Togo. Heureusement que c'est le Togo, prenons conscience et travaillons à développer ce centre-là. La Covid-19, c'est une maladie, personne ne s'y attendait, c'est venu, on est sur ce front-là, mais ça n'exclut pas que les budgets qu'il y a, qu'on mette dans la rénovation complète, sinon la reconstruction de cet hôpital-là, si on veut continuer à l'appeler CHU. Merci. Les médecins, les infirmiers aiment à dire que un malade bien accueilli est déjà à moitié guéri. Alors, quand on voit les salles d'hospitalisation au CHU Campus, on peut avoir une idée des laboratoires d'analyse et des autres soins que cet hôpital prodigue aux malades. Si nous le disons, ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas les mérites et les efforts du gouvernement, mais c'est pour dire que, pour citer quelqu'un, ça fait la honte, parce que si le CHU Campus est dans cet état,
Qu'en serait-il de l'infirmerie de Palgou ou bien de Bouffalé? Ça, c'est moi, je ne dirais pas le contraire. J'élève un peu l'équivoque sur centre de référence. Quand on dit centre de référence, cela ne veut pas dire que c'est en comparaison avec l'hôpital d'Israël, que ça se connaît bien, ou bien de Chine. Non, je ne suis pas allé à l'hôpital en Israël. Oui, mais bon, Dieu vous êtes merci. allé en Israël, vous avez quand même découvert un centre de santé là-bas, ou un centre de santé en Chine, ou bien en France. Non, c'est par rapport au centre hospitalier du Togo qu'on dit que c'est un centre de référence. Vous voyez, moi, je jette d'abord des fleurs à ces agents de santé qui, par leur magie, arrivent à sortir les patients de ces hôpitaux-là. Ce n'est pas seulement le CHU Sylvanus Olympio qui a des soucis. Au moins, j'ai eu une fois un patient qui a été sauvé là-bas. J'ai eu au moins un patient qui a été sauvé au CHU Campus. Vous ne pouvez pas imaginer la magie par laquelle les médecins travaillent. Ça, franchement, j'aurais souhaité que l'État, au lieu de consacrer des budgets pour certains secteurs, qu'on puisse pour une fois penser unanimement à ces centres de santé pour qu'on n'en parle plus. Jamais qu'on n'en parle pas. Pour qu'on dise qu'aujourd'hui, le centre, l'hôpital CHU est un hôpital de référence où on pouvait amener, excusez-moi, peut-être ça va choquer certains, où on pouvait hospitaliser, paix à leur âme, les premiers ministres qui sont décédés hors du pays, où on pouvait hospitaliser n'importe quel officier, n'importe quel ministre. On n'a pas besoin d'expatrier des gens qui vont même mourir. Ça veut dire que nous aussi, nous avons les compétences à soigner. Peut-être même le temps que cela prend, on pouvait sauver ces personnes-là ici. La preuve, c'est que des hôpitaux de référence encore sont en construction. Ça veut dire que tout le monde sait que la santé n'a pas de prix. Il faut vraiment mettre les moyens. C'est un plaidoyer. Nous souhaitons que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires parce que la mort, ça n'arrange personne. Les catastrophes sanitaires, ça n'arrange personne. Pour que les centres de santé de Lomé à Saint-Cassé, vous parlez de Palgou. Palgou n'a pas encore un centre de santé. Si quelqu'un est malade, il doit parcourir au moins 10 km pour aller se faire soigner. Ça, je n'ose même pas en parler pour créer d'autres soucis. Peut-être qu'un jour ça viendra. Merci, mais comme Muriel a dit, il y a quand même des miracles que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants réalisent dans ces hôpitaux, aussi bien à Tokoin qu'au CHU Campus. Ceci dit, une pensée spéciale à une amie, médecin ophtalmologue, qui officie au CHU Campus. Elle se reconnaît, même si je ne la cite pas. Voilà donc SOS à l'école primaire publique 13 janvier, à l'école primaire publique Djokalekban et plein d'autres écoles. Il y a même une image qui circule, le lycée, enfin un des lycées de Sotouboua qui serait en paille. Et quand on voit les élèves respecter la distanciation sociale, si cela est avéré, ça veut dire que nous avons du boulot, notamment le gouvernement, le nouveau gouvernement que le chef de l'État va nommer incessamment. Mais restons encore avec les écoles, avec nos élèves qui ont repris l'école, ça fait déjà la 3e semaine. Il avait été dit que la reprise là va constituer une forme de remise à niveau et que les cours vont durer entre 4 à 6 semaines et puis démarreront les examens de fin d'année. Sauf que nous sommes déjà à la 3e semaine et Courrier de la République fait le constat sauvetage de l'année scolaire, le calendrier des examens n'est toujours pas encore communiqué. Oui, le calendrier des examens n'est pas encore communiqué. Et le tout premier jour de cette reprise, c'est-à-dire le 15 juin dernier, et quand on interrogeait le ministre des enseignements primaires et secondaires, Acha Deji, il a eu à dire que les cours se situeront entre 4 et 6 semaines. Ça ne va pas excéder cela. Donc aujourd'hui, les élèves attendent le calendrier. Les parents même attendent les calendriers. Même les enseignants. Les enseignants, eux aussi, attendent les calendriers. Donc j'ai eu à approcher le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires et il a eu à me rassurer que les réflexions sont en cours. On veut mettre tout en œuvre pour que d'ici peu le calendrier soit connu de tous. Pas un calendrier officieux, pas le calendrier des réseaux sociaux, mais le calendrier officiel de la tenue des examens, des examens respectifs. Donc, je crois qu'il faut le faire vite.
dans ce contexte de crise sanitaire, je crois que plus on fait perdurer les cours, plus on joue à la prolongation, moins ça nous arrange, parce que plus on avance, les élèves commencent déjà par montrer des signes de fléchissement par rapport aux mesures qu'ils sont censés adopter contre la COVID-19. Donc, on fait bien, parce que le premier et le deuxième trimestre se sont très bien déroulés. Donc, cette mise à niveau au niveau des classes d'examen, ça doit être bref pour que les élèves puissent tenir et qu'on puisse éviter une ressurgence à grande échelle de la contamination. Donc, nous attendons tous, les enseignants attendent, et vivement que les ministres en charge, celui de l'enseignement technique et son collègue des enseignants primaires et secondaires, puissent nous situer pour que les parents puissent être à même de dire que ouf, ça a été effectivement sauvé. Ce n'est pas seulement les examens officiels, CEPD, BEPC, Bac 1, Bac 2 et les divers CAP qu'on entend, mais également les élèves qui sont dans des classes de passage. Les CP, les CE, le CM1, les 6e jusqu'en 4e, les secondes, aussi bien les élèves que les parents d'élèves voudraient savoir quel est le sort qui leur sera réservé. Et c'est pas fini pour... C'est pas seulement les enseignements général et techniques, même le supérieur, où les cours sont toujours fermés, les universités sont toujours fermées. Les présidences des universités de Lomé de Kara qui ont introduit des cours en ligne depuis quelque temps, mais Liberté relève ce matin qu'à propos des cours en ligne dans les universités de Lomé de Kara, les enseignants déplorent une mesure qu'ils qualifient d'inefficiente. Eh bien, les professeurs Kokoroko de Lomé, celui de Kara s'appelle comment? Comme là, Sanda. Sanda, eh bien, les deux présidents de ces deux universités-là veilleront à rassurer aussi bien leurs collègues enseignants que les étudiants pour que l'année vraiment académique 2019-2020 puisse être vraiment sauvée à la satisfaction de nous tous. Maintenant, nous en venons à la Covid elle-même. La réponse à la COVID-19 avec les derniers chiffres des 2 derniers jours. Je dis à savoir, je ne sais pas si vous avez les chiffres là en tête. Oui. Les chiffres là ont connu encore un certain regain le samedi et dimanche. Oui, on est actuellement à 642 cas confirmés avec 401 guéris. On a toujours 227 cas actifs avec 14 décès. Donc, oui, on se réjouit, mais la Covid vient juste nous rappeler que vous devez être sur les bonnes marques pour ne pas connaître des flambées. On a vu, on savait, on s'attendait à ce risque-là de déconfinement ou de relâchement surtout. C'est pas déconfinement, mais de relâchement surtout. Parce qu'on a vu dans d'autres pays ce que le relâchement a donné, notamment au Bénin, ici, même au Ghana. On craignait même ça. aux États-Unis, dans les États de Floride et de Texas, même en Allemagne, même en Chine, un peu partout, on craignait ce que cela peut donner. En Allemagne, on décrète encore des confinements sectoriels, enfin pour des localités. On craignait ça et le gouvernement a envisagé. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas une localité où il y a beaucoup de cas. On déplore des cas actuellement au niveau des élèves aussi. Et donc, ça part dans tous les sens et prions toujours à ce que la population prenne conscience de la réalité de cette maladie et qu'on continue d'observer les mesures barrières et surtout que dans les écoles, que les enseignants veillent à instaurer cette discipline-là. Dommage qu'en dehors de l'école, ce ne sera pas toujours le cas, mais que les parents prennent également leurs responsabilités en rappelant à nos jeunes frères et à nos frères, à nos enfants, que quand on sort de l'école avec les masques portés, il faut les garder jusqu'à la maison, parce qu'on sort dans des groupes de 3, de 4, de 5, on marche ensemble, on parle, on se parle, on ne sait pas qui est contaminé, surtout qu'il y a des cas encore dans les écoles. Il faut que nos élèves et nos enfants prennent conscience que les parents veillent à ce qu'ils rappellent également cette exigence-là aux enfants. Rien que à considérer les chiffres des deux derniers jours, samedi, dimanche, la contamination continue à augmenter. L'occasion de rappeler à nous tous, les élèves et à leurs parents, que les mesures barrières, la distanciation sont toujours de rigueur dans la vie active, alors que ce n'est pas toujours le cas. Hier soir, autour de 19h30, j'étais au lieu dit communément
Madiba à Didogomé. Vous savez, il y a une station T-Oil et derrière, il y avait un bar. Mais si vous voyez l'ambiance qu'il y avait dans ce bar-là, avec la sono, mais vous vous direz, est-ce que nous sommes véritablement Lomé en temps de pandémie? Et cela vient confirmer une certaine information qui circule, qui dit que le maire de la commune Golf 5, M. Abouka, le vendredi soir, lui et certains de ses collègues, ils ont sillonné quelques bars de leur ressort territorial Golf 5, mais c'est la bamboula, aucune mesure de distanciation. Tchakala, nous le disons ici souvent, mais on a l'impression que les mesures barrières n'intéressent qu'une minorité et que bon nombre de Togolais jouent vraiment à la... Je ne sais pas comment le qualifier. Non, l'insouciance, c'est le Togolais même. Et on ne peut pas s'imaginer voir des attroupements rien que pour prendre sa bière, pour se défouler. Mais les Togolais n'ont pas été confinés. C'est des mesures d'urgence qui ont été prises. Et puis bon, on a un peu restreint nos marges de manœuvre. Mais on dira que depuis qu'on a levé le couvre-feu, c'est fini. On a sifflé la fin de la pandémie dans notre pays et qu'il n'y a plus de jours. Donc les gens veulent rattraper le temps qu'ils auraient perdu entre-temps. Et même je dis que le gouvernement aussi est complice de cette situation naissante et qui doit inquiéter plus d'un. Vous voyez, avant, on ne venait pas ici sans rencontrer quelqu'un qui nous parle de la pandémie. Mais depuis quelque temps, on ne les voit plus. On ne les voit plus. La communication, la sensibilisation a baissé d'un cran. Donc, le citoyen lambda dit que ce que nous avions connu début avril, cela n'est plus d'actualité. Donc ça veut dire que le mal est sous contrôle. Et c'est extrêmement grave. Le gouvernement ne peut pas avoir bien réussi la gestion et maintenant donner un quitus qui ne dit pas son nom à n'importe quel kidam de s'adonner à ce qu'il veut. Donc le mal, il est réel. On vient de parler de l'état de nos hôpitaux. À l'allure où les choses vont, si on atteint le pic de 1000 contaminés, où est-ce qu'on va les caser? Où est-ce qu'ils seront? Donc, je crois qu'il faut que le gouvernement continue la sensibilisation. On a vu les gens prendre d'assaut les studios de radio, mais où sont-ils ces gens-là? Eux-mêmes sont en train de renforcer les gens dans leur imagination que le mal, c'est derrière nous. Alors qu'il fallait passer, maintenant qu'il faut se serrer un peu plus les coudes, former un bloc contre cette pandémie. Maintenant, on peut beau aimer Aboka ou ne pas l'aimer, mais c'est un monsieur qui assume en toute responsabilité ses charges. Donc, vous voyez un peu, il est en train de dire que tous ceux-là qui relèveraient de son ressort territorial comme bar ou comme lieu de plaisir et qui ne respecteraient pas les mesures barrières, il va les fermer. C'est ça un leader, c'est ça un homme qui est conscient et soucieux du bien-être de ses populations. Donc, vivement que les autres maires aussi emboîtent le pas à Boka. C'est qu'il faut brandir le mal. J'ai dit tantôt, une fois ici en studio, qu'on ne dit pas à un fou que sa maman est malade. Il va dire, mais la maman va guérir. Il faut choquer. Ta maman est morte. Il va dire, morte, donc Donc ici, je crois que le gouvernement est en train de s'amuser même avec le mal. La riposte à la COVID-19 a un prix déjà, les tests de dépistage. Au niveau de l'OMS, on le chiffre à autour de 125 €. Vous convertissez en français, vous avez un peu ce que cela coûte, alors que le Togo a plus de 30 000 tests de dépistage à la charge du public. Maintenant, la prise en charge, tout ça. Et avant, quand le Togo faisait rapatrier, ou bien quand des compatriotes bloqués à l'extérieur rentraient, ils étaient pris en charge dans leur confinement dans les hôtels. Or, depuis quelques jours, l'information officielle, un Togolais qui est bloqué à l'extérieur et qui veut revenir par ce temps de pandémie doit s'engager à prendre en charge son confinement à l'hôtel, ce que d'aucuns évaluent entre 500 000 et 700 000. Uriel, nous rappelons tout ça pour dire que si quelqu'un s'amuse à se faire contaminer ou bien contaminer les autres autour de lui, c'est pratiquement un crime que la personne là commettrait. Plus qu'un crime, s'il y avait un mot, on le prononcerait. Vous avez parlé des bars, des lieux de distraction que le maire Aboka entend fermer si les mesures barrières ne sont pas respectées. Je pense qu'on doit en parler beaucoup. Parce que il y a des maires
s'il y a des maires à Lomé particulièrement qui doivent emprunter le pas d'Aboka, c'est les 6 maires de la préfecture d'Agonivé. Actuellement, à Lomé, la préfecture d'Agonivé serait celle-là vraiment qui va plus propager le virus entre la masse. C'est-à-dire que quand vous prenez d'Adétikopé jusqu'à Zanguera, en passant par Legba-Sito, Sogbo-Sito, tout ce que vous connaissez dans Agonivé, c'est l'ambiance. Les gens sont collés l'un à l'autre dans les bars. Vous allez voir des gens qui boivent jusqu'à 2 heures du matin, sans rien. Ils ne s'inquiètent de rien. Si vous voulez vérifier ce que je suis en train de dire, il suffit de vous lever ce soir à 20h pour circuler dans 3 communes de la préfecture d'Agonivé et vous verrez me rendre compte. Ça dit que c'est tellement scandaleux. Même les lieux où il n'y a même pas encore la lumière, c'est du scandale. Je ne sais pas. Bon, les maires de ces communes-là, ils font quoi? La force spéciale Covid est toujours là. Et même s'il n'y a pas couvre-feu, on nous a dit que la force là ferait quand même les patrouilles de nuit. Oh, je ne crois pas que ce soit avec la même efficacité. Je ne crois pas que ce soit avec la même rigueur. Sinon, ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir que si ça continue ainsi, on risque même de confiner cette préfecture-là parce que, on dirait, elle est particulière. Elle est particulière. Si le préfet, le colonel Awate est au courant, et il faut vraiment qu'il convoque les 6 maires de sa préfecture pour vraiment qu'ils prennent des dispositions particulières. Sinon, Agonivé risque de nous fournir déjà qu'il y a beaucoup de cas de contamination relevés dans cette région. Ce n'est pas une forme de stigmatisation, mais juste pour nous choquer un peu, comme le disait Tchakala, et qu'on se reconvertisse, qu'on dise que le mal est là. Le Togo, même les États-Unis sont débordés. Alors qu'en sera-t-il du Togo s'il nous devrait avoir 5 000, 10 000 cas? Et surtout rappeler que les Togolais bloqués à l'extérieur devront s'engager maintenant à s'acquitter des frais de prise en charge à l'hôpital. Une façon quand même de dire à nos compatriotes, restez là-bas. Non, oui, il semble que le gouvernement, sur ce sujet, il semble que le gouvernement est un peu à bout avec les dépenses qu'il y a. Parce que rapatrier quelqu'un de l'extérieur jusqu'à chez lui ici, d'abord le billet d'avion, tout ce qui est logistique, il est dans telle ville, il faut l'amener dans telle ville avant qu'il ne prenne l'avion, les billets d'avion, tout ça, les rassembler ensemble, on passe généralement sur Paris. Le dernier vol qui est arrivé, ils sont passés par la Suisse, ils sont retournés à Dakar avant d'arriver à Lomé. Il semble que le gouvernement est un peu débordé financièrement et le gouvernement a exigé à ce que ceux qui veulent rentrer s'apprêtent à apporter une contribution forfaitaire de 500 000 francs CFA. C'est l'explication qu'on a eue au ministère des Affaires étrangères. Le ministre m'a précisé ce matin que c'est une décision du gouvernement et qu'ils ne peuvent pas déroger à cela. Le gouvernement se sent un peu débordé financièrement. Déjà, on accuse le gouvernement de ne pas beaucoup faire pour le CHU Campus. Donc, il faut que des gens prennent leurs responsabilités. Comme on le dit, que chacun prenne conscience et que s'il y a moins de cas, il y aura beaucoup d'argent pour d'autres infrastructures, pour rénover et construire d'autres infrastructures. Donc, je pense que c'est assez normal. Ce qu'on dit, c'est ce que peut-être que des gens ont semblé dire que il n'y a pas de ça. Les gens, le couvre-feu, depuis que le couvre-feu a été levé, des gens pensent que, comme Chakala l'a dit, que c'est fini. Alors que c'est maintenant que des cas arrivent. Et même plus dangereux encore, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'école. C'est l'école, on ne parle plus des infirmiers qui sont aussi toujours, il y en a toujours des cas infectés parmi les infirmiers, et ça se multiplie un peu partout. À Gué, quand on prend la région, le Grand Lomé, c'est à Gué où on a dénombré beaucoup plus de cas depuis la survenue de cette maladie-là. Alors que le laisser-aller semble être de la règle actuellement. Et je pense que les autorités doivent reprendre la mesure de la situation. Et surtout, la FOSAP, qu'on ne voit plus depuis la levée du couvre-feu. Ils sont là, ils sont dans les artères. Non, mais si je dis on ne les voit plus, c'est que c'est le relâchement quoi, à tous les niveaux. Avant, vous voyez, vous passez la route, vous allez les voir, ils interpellent les gens, mettez vos cache-nez, vos masques. Ils sont encore, du moins à certains carrefours ici à Lomé. À certains, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est que à certains, si
c'est le relâchement, en fait, le mot, à certains carrefours, ça confirme le relâchement dont nous parlons. Eh bien, ce que nous disions tantôt, à savoir le gouvernement qui demande aux compatriotes bloqués à l'extérieur de s'engager à payer un forfait de 500 000 francs CFA pour leur confinement à l'hôpital. Le gouvernement évoque pour cela des problèmes de restrictions budgétaires. Ça veut dire que l'argent commence à manquer dans les caisses de l'État, même si Sani Yaya n'a pas le courage de le dire publiquement. C'est une réalité. Ça fait 3 mois. L'argent commence à manquer dans les caisses de l'État et dans nos poches aussi. Raison de plus encore de gérer avec parcimonie ce que nous avons. Et si on continue à se montrer indiscipliné, nous risquons d'aller au chaos. En fait, semaine dernière, on a vu des organisations de la société civile qui ont fait leur bilan de la gestion aussi. La société civile qui se plaint de ne pas être associée par l'État à la coordination. Ils ont formulé des recommandations avec l'espoir qu'il sera tenu compte de ce qu'il propose la société civile. Allons maintenant dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les députés qui devraient siéger en plénière ce matin depuis 9 heures, si les députés respectent la ponctualité, c'est ainsi que la présidente Mme Tchegan les a convoqués en plénière aujourd'hui, alors que nous apprenons que c'est demain 30 juin que finit la première session ordinaire de l'année 2020. Et du coup, on s'est demandé qu'est-ce qui a pu amener Mme Tchegan à convoquer ses collègues ainsi, et nous apprenons que c'est pour débattre de la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et là-dessus, il y a le correcteur qui écrit, par exemple, ce matin, après Togo.com, le coton togolais va être bradé aux Indiens. C'est ce qu'écrit le correcteur, pendant que Liberté, lui aussi, parle de bradage de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et on découvre que les choses sont allées très vite. C'était le 23 juin dernier que le Premier ministre Klassou a signé un papier portant d'enclencher la procédure de céder tout ou une partie de la NCT à des privés. Et puis le vendredi dernier, par SMS ou bien par WhatsApp, les députés de la commission et d'autres ont été convoqués pour siéger pratiquement manu militari. Ils ont travaillé en commission une seule journée vendredi, et ce matin, on apprend que le sujet de l'adoption de la privatisation de la nouvelle société cotonnière est à l'ordre du jour. Alors qu'il n'y a pas longtemps, Tchakala, on parlait quand même de la NSCT avec son directeur en bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les appréciations positives d'il y a quelque temps et la privatisation qui va intervenir incessamment, disons même courant la journée? Bon, nous le saurons au cours des débats, mais je crois que il y a un dysfonctionnement grave au sommet de l'État. Il n'y a pas longtemps, c'est le ministre Bataka qui faisait le tour de presque toutes les zones de production de coton pour remonter les bretelles aux gens que non, il faut que d'ici l'année prochaine, on puisse augmenter la production parce qu'elle a chuté drastiquement. Oui, si tant est que l'État avait à cœur de doper les paysans pour qu'ils fassent mieux maintenant, qu'est-ce qui sous-tend cette privatisation qui est imminente? On ne le comprend pas. Mais il faut aussi reconnaître que Olam a une référence mondiale. C'est une société de référence mondiale quand bien installée au Gabon, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays où un travail quand même sérieux est en train d'être fait. Si vous prenez un peu la genèse de ces sociétés de production de coton, mais depuis qu'elle est là, de vous à moi, qu'est-ce qu'elle a pu apporter aux paysans qui suent haut et sang, qui font tout? Qu'est-ce que ça a pu leur apporter? C'est la structure qui a été au cœur de tous les scandales financiers.
Vous voyez, au point même qu'à un moment, le président de la République était obligé de donner des instructions pour qu'on soulage ces paysans-là, chez qui on a pris les productions et ils n'ont jamais été payés. Mais si l'État faillit, là, il faudrait quand même qu'on trouve quelqu'un de bien pour reprendre et assurer le bonheur. Vous voulez dire que si on veut privatiser le coton, c'est que la société n'est pas bien gérée? Non, elle n'est pas bien gérée. Vous conviendrez avec moi qu'il y a trop de scandales qui entachent anciennement la Sotoko. Et la dernière fois, on a vu des gens qui ont été embastillés parce qu'ils ont détourné ce qui devrait revenir de droits producteurs. Donc, l'État, à un moment, s'est montré laxiste au point que cela l'étrangle maintenant. Si Hollande va reprendre pour assurer un mieux-être des producteurs, moi, je suis d'avis que cela se fasse. Ça ne serait pas un bradage parce que l'État même a eu aussi à manquer de justesse dans la gestion de cette filière. Qu'est-ce que les paysans, tous ceux-là, les cotonculteurs, depuis qu'ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont eu comme bonheur? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme chose? Non, rien. Rien. Et pourtant, l'État a mis beaucoup d'argent dedans pour rien avoir. Donc, si on doit privatiser ça pour que les paysans puissent se remettre et jouir du fruit de leur labeur, bon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Non, peut-être que c'est pour cause de mauvaise gestion, mais qu'en est-il de la procédure? Est-ce qu'il y a eu véritablement débat? Je rappelle, c'est le 23 juin que le Premier ministre signe le projet de loi. Encore à se demander quand est-ce que le Conseil des ministres s'est réuni en ce temps pour adopter ce projet de loi. Bon, soit, le 23 juin, le Premier ministre signe le projet de loi portant procédure de privatisation. Et puis, les députés de la commission ont été convoqués le vendredi 26 dans une seule séance de commission. Et puis, ce matin, on apprend que la commission a adopté le principe de la privatisation et peut-être que les assemblées, disons les députés vont le voter. Didier, est-ce que vous trouvez que les députés ont eu le temps pour connaître du dossier, découvrir les tenants et les aboutissants, en débattre pour prendre la décision qui s'y est le mieux? Non, pourquoi vous voulez parler des députés? En fait, le problème, c'est que à un moment donné, les gens ont voulu privatiser. Et donc, lorsqu'ils ont trouvé preneur, ils veulent aller vite. Tout ça, le reste, c'est du folklore et c'est juste pour remplir des formalités, à mon sens. Donc, si il n'y a pas eu de conseil des ministres, le Premier ministre signe un projet de loi et de façon inattendue, on convoque des députés de la commission des finances, tout ça, des finances qui se réunissent et qui ne savaient même pas peut-être l'objet de cette réunion, qui arrive et qu'on leur soumet un test de loi, hein, un test de loi. Ils n'ont même pas la possibilité de faire appel aux personnes ressources, de chercher à comprendre des termes. On leur dit il faut aller vite, on n'a pas le temps parce que le Premier ministre a envoyé. Et les gens se mettent à parler de cela. De toute façon, ils savent que ça va être adopté. Donc, quoi que vous disiez, ça va passer. Et donc, les députés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font ça. Et puis, on les convoque aujourd'hui, on convoque une séance plénière pour adopter. Soit on constate tout le monde que les choses n'ont pas été faites dans les normes. Maintenant, dans le fond, est-ce que c'est une manière... Un peu dans ce sens-là, pour la forme. Nous apprenons que pendant que les députés de la commission étaient convoqués pour siéger le vendredi 26, le ministre de l'Agriculture était en tournée dans le Togo profond. Même le directeur général de la société de coton, il n'était pas non plus à Lomé. Je ne sais pas. Donc peut-être que le directeur de la société... Le ministre n'a même pas pu venir travailler en condition. Oui, et puis ce matin, la société va être privatisée. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est pour ça que je voulais aller au fond. Au fond, ça veut dire qu'on reproche quelque chose à des gens. Peut-être au directeur, peut-être au ministre aussi, parce que naturellement, un test comme ça, relevant de ce secteur du ministère de l'Agriculture, le ministre est censé aller en travail en commission pour défendre le projet de loi du gouvernement devant les députés membres de la commission. Si le ministre n'est pas allé et que si le directeur de la société, même si on veut le sauter, n'est pas allé non plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On sait, Tchakalo le disait, on sait qu'il y a tellement de scandales dans cette affaire. Des scandales à milliards, ça continue. Et récemment, on a arrêté des gens et d'autres scandales sont encore là avec la gestion presque...
bon, on va dire peu orthodoxe, oui, artisanale, voilà, c'est la gestion agricole, s'il faut dire, de la NSCT. Et donc, du coup, depuis là, justement, la NSCT n'apporte presque rien au développement économique, alors que le coton est le mastodonte même de l'agriculture, et c'est le principal produit que nous vendons, en plus du café, de cacao. Les autres cultures gravitent autour du coton. Justement, les gens ne font pas. Moi, pour vous dire, terminer par là. La gestion de la NSCT a fait que plusieurs ont abandonné la culture du coton. Moi, dans mon village, je connais des gens qui cultivaient du coton, et quand on est un enfant, dans l'enfance, on allait les aider et tout ça. Merci Uriel. Voilà, et nous craignons que d'ici la fin de la journée, les députés consacrent la privatisation du coton. Ça, bon, moi je ne comprends pas trop. Je comprends, mais je ne comprends pas trop. Parce que quand vous parlez de la forme, est-ce que vous avez pu comprendre la forme de la privatisation de Togocom? Non, vous avez été très clair. Vous disiez que le ministre, le directeur de la NSCT, ils étaient en tournée. Bon, quand il s'agissait de Togocom, je ne sais pas, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Est-ce que les gens là étaient sur place pour échanger avec eux? C'est la même procédure. Mais je rappelle qu'entre 2018 et 2019, il y a beaucoup de scandales financiers, de crimes financiers dans cette société. La NSCT, de Sotoko jusqu'à la NSCT, c'est la même chose. La NSCT fait partie des sociétés togolaises où les crimes financiers abondent. Ça dit que actuellement, avant de passer à cette forme de privatisation, j'aurais souhaité qu'on soumette des gens vraiment à l'interrogatoire. J'aurais souhaité qu'on connaisse ce qui ne va pas d'abord. Qu'on mette un audit. Oui, tout à fait. La Aplusia, quel est son rôle finalement? Tout ce que nous avons comme institution mise en place pour mettre fin à tous ces crimes-là, bon, je ne sais pas finalement quels sont leurs rôles. On ne voit rien, mais on continue par privatiser. Toutefois, si cette privatisation peut permettre à mes parents, à Kwalgou, et à tous les cantons, à la préfecture, de bien vendre le coton maintenant et de se réaliser, de transformer la préfecture en une préfecture émergente, moi, ça ne me cause pas un problème. Si on voit le concessionnaire, si on voit le preneur là, en taille pour pouvoir surmonter les difficultés liées à l'or blanc, moi, je ne trouve pas des difficultés. Bon, quant à la procédure, vous êtes peut-être mieux placé avec des juristes pour nous dire si c'est bon ou c'est pas bon. Mais je pense que c'est pour cette raison que des fois, moi, je me méfie de relayer certaines formes de communication du ministre en charge de l'agriculture. Quand les gens crient toujours qu'il a fait monter ceci, qu'il a fait monter cela, qu'il dit que cette année, on aura tel tonnage de coton, des fois, ça me fait rire. La preuve, c'est qu'il était sur le terrain quand la procédure a été enclenchée. Vous allez voir ce que ça va donner. On va privatiser la NSCT. Ça veut dire que c'est pratiquement un volet de moins de son secteur. Et on verra comment le reste sera géré. Merci. Tchakola? Non, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut cacher au peuple. Justement. Il y a beaucoup de choses, parce que c'est une affaire de milliards. Dans ce contexte, il y a la pandémie, où le gouvernement même fonctionne sur ordonnance. Voilà qu'on introduit un projet aux députés. Qu'est-ce qui presse? Quelle urgence y a-t-il? Qu'est-ce qu'on veut en payer? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher pour qu'il y ait cette course contre la montre pour une privatisation qui ne s'impose pas de façon aussi rigoureuse et immédiate? Donc ça veut dire que les gens se reprochent des choses et on veut en finir avec avant la gestation même d'un nouveau gouvernement. Donc franchement, les députés, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont apprécier le dossier, mais je crois que s'ils aiment le pays, s'ils sont conscients qu'il faut que l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique soit de mise dans ce pays, ils ont un rôle à jouer par rapport à ce dossier précipité de cette privatisation. Olam a une référence, certes, mais les passifs laissés, on doit savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Donc, merci. Des milliards, laissez ça comme ça. Je disais tantôt que la commission était convoquée le vendredi pendant que
le directeur de la société était à l'intérieur, tout comme le ministre également. Nous apprenons à l'instant que le ministre Bataka a dû faire un voyage express pour venir de Dapaon, rencontrer les députés, peut-être repartir à Dapaon pour sa tournée avec la plénière qui se tient. Mais trouvons quand même que, même s'il y a un fond de mauvaise gestion, la procédure nous semble vraiment trop express. Non, justement, c'est que le Togo, on se dote de bonnes lois, les meilleures lois possibles. Mais c'est dans l'application. C'est dans l'application. Il n'y a pas eu de conseil de ministres, à ma connaissance, depuis janvier. Et est-ce qu'un premier ministre seul peut confectionner un projet de loi qu'on jette sur la table des députés avec ordre, allez vite, on veut faire quelque chose, non, quand même. Exceptionnelle. Privatisation, oui, dans les meilleures normes. Et en plus, quand on veut privatiser, il faut d'abord qu'on éclaircisse le passé de cette société-là et que les criminels, ceux qui ont chiffonné les milliards des pauvres paysans, de nos parents des villages qui ont cultivé le coton et qui doivent être payés, et qui depuis des années, depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 2 ans n'ont pas été payés et les gens se sont permis de partager les milliards, qu'on éclaircisse ça et qu'on traduise les coupables devant les tribunaux et publiquement en plus, ça servirait de leçon. Et est-ce que la privatisation, la question que je veux poser, est-ce que la privatisation de nos sociétés d'État va effacer la mauvaise gestion et va rendre justice aux Togolais et aux citoyens là-dedans que nous sommes? Merci, c'est la grande question. Didier. Et puis, ce qui est un peu choquant, c'est que le directeur de la NCT, c'est un grand pontre du parti au pouvoir. On l'a vu en première ligne lors des dernières élections, aussi bien législatives, locales que présidentielles, dans sa préfecture, comme il en a été également pour l'ex-patron de Togocel, qui est vice-président du UNI, qui est aux avant-postes des élections dans tout ce pays, mais ces sociétés qui sont privatisées sans qu'on dise quoi que ce soit au public, avec le sort que réserve Togocom maintenant, aussi bien à ses prestataires qu'à ses abonnés. 93.5 Canal FM. La parole est à vous. Merci de circonscrire vos interventions sur les sujets débattus dans l'émission de ce jour. Apollinaire, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que M. Arunyao Tchanyao, il est encore élu comme le président du FTF? Parce qu'à l'époque, on a vu le travail que M. Arunyao Tchanyao a fait. Bon, bien sûr, je ne suis pas un journaliste. Taxi FM. On a suspendu beaucoup d'émissions là-bas. S'il vous plaît, l'ami Apollinaire, nous avons parlé de l'Assemblée du CONAP avec le président Arunyao Tchanyao qui a été réélu. Oui, c'est pour cela, moi aussi, j'aimerais savoir. Oui. Bon, il a fait le travail au fond. Et il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas encore satisfait lorsqu'on était on était, je ne sais pas comment je vais vous dire. Apollinaire, excusez-nous de recevoir l'auditeur suivant. Commis, bonjour. Bonjour Oui. Le plateau. Oui. S'il vous plaît, un vu constaté, puis la privatisation. On remercie la BB la dernière fois quand j'ai donné l'information sur la plaque. Ils sont venus corriger au niveau de la descente de l'hôpital. Ils ont corrigé les erreurs. De deuxième vue, je pense que si vous circulez à moto, à voiture, sans plaque, on peut vous arrêter à chaque rond-point ou bien feu tricolore pour vérification. Mais avec la société qui construit la voie Lomé-Palimé, j'ai vu des camions non immatriculés. Et Bomaf? J'ai vu les tracteurs qui travaillent non immatriculés. Je n'ai pas compris. J'ai vu constater, vous pouvez aller aux informations. Merci. Maintenant, sur la privatisation, j'ai comme l'impression que nos députés, on ne doit plus les payer. Ils sont devenus une assemblée d'enrichissement, une assemblée de constatation, je ne sais quoi dire. Et on a débattu la dernière fois sur la privatisation de Togocom qui n'était pas bon. Mais ils l'ont fait. Et voilà, nous sommes devant des mauvaises prestations où les prestataires ne sont même pas payés. Aujourd'hui, on estime que si on vend ça, on peut mieux gérer. C'est faux.
C'est archi faux. Donc, tout journaliste qui va se rendre dans ce jeu-là, comme quoi c'est parce qu'on a des problèmes internes qu'il faut vendre, on vend. Maintenant, les ministères vont fonctionner comment? Ou soit on supprime le pouvoir exécutif, ils n'ont plus de dossiers à gérer. Merci et bonne émission. Je vous en prie, Komi. Nous passons maintenant à Gérard. Allô, l'ami Gérard. Bonjour, Charles. Bonjour, Gérard. Oui, c'est sur le problème de quarantaine de ceux qui reviennent là. Oui. La décision qui a été prise aujourd'hui, je voudrais savoir si ça concerne ceux qui vont rentrer dorénavant ou ceux qui sont déjà au confinement. Déjà, ceux qui sont rentrés dernièrement ont dû s'acquitter, ont dû s'engager à payer les frais d'hôtel pour la période de confinement. Non, c'est ce que je sais. Non, c'est non. Ah bon? Oui. Dommage, il est parti. Oui, Didier? Selon la décision du ministère en date du 26 juin, cette décision-là a été communiquée aux ambassades et missions diplomatiques, devant informer donc ceux qui sont intéressés de rentrer au pays de s'engager prochainement donc à payer un forfait de 500 000. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà là ont payé, mais normalement la décision devrait concerner ceux qui doivent revenir. Donc merci, à compter Didier. De ceux qui sont rentrés samedi. Donc la décision a été signée du gouvernement en date du 26 juin. Voilà. Nous allons en savoir davantage. Merci beaucoup. Le suivant qui est en ligne. Bonjour. Allô, c'est Toussaint? Allô, bonjour monsieur. Bonjour Toussaint. C'est Kosigan de Bessan Communautaire. Ah ok, Kosigan de Bessan Communautaire, allez-y. Ouais, je salue tout le plateau. Merci. Je vais intervenir sur 3 points, mais je serai bref. Soyez bref, effectivement. Quand vous parlez de ce Sotoko, l'affaire de ce Sotoko remonte des années très très lointaines. Un monsieur devenant responsable aujourd'hui a été directeur de ce Sotoko-là et après il est devenu député de la localité. J'en passe. Je reviens au niveau du CHU. J'étais victime d'un accident une nuit. On nous a menés par les sapeurs-pompiers, jusqu'au CHU. C'était au début du couvre-feu. J'ai appelé la famille. Nul ne pouvait braver le couvre-feu pour arriver me porter secours. Ben, je suis surpris qu'il n'y avait pas eu de soins primaires. Même bétadine pour nettoyer les parties saignantes, il n'y en a pas eu. C'était CHU Tokoin ou bien CHU Campus? CHU Tokoin, Libanais. Bon, quand j'étais resté jusqu'à 23 heures, les responsables parmi les médecins, les internes m'ont fait sortir de la salle. Comme quoi j'étais là depuis, je ne fais rien. Il faut que je reste dehors en attendant que le jour arrive pour que la famille vienne à mon secours. Ça ne m'a pas plu. Merci beaucoup. Bon, le troisième point, quand vous parlez de Covid-19, là, COVID, moi j'ai l'impression que les mesures décrétées par le gouvernement, ça reste qu'à Lomé. Quand vous quittez Lomé, arrivez à Djablin, c'est comme vous rentrez dans un autre monde. Vous dépassez Dadier, en allant à Tchédier, c'est autre monde. Je ne sais pas s'ils n'ont pas peur de la pandémie ou quoi. Merci, notre cher ami de Centre Communautaire. Nous passons maintenant à l'autre bonjour. Ami, comme l'ami d'Avéji. Oui, bonjour, le plateau. Oui. Et je voudrais de ceux qui reviendront de l'étranger pour se prendre en charge. Oui. Et bon, je veux savoir, les enfants des pauvres qui sont partis pour faire des manœuvrages au Liban, en Arabie Saoudite, tout ça là, à qui on a confisqué les passeports, tout ça là. Et si ces gens se revenaient, à quel moyen ils vont se prendre en charge? Ok, ils devront aviser, en tout cas, nous vous communiquons la mesure prise par le gouvernement en date du 26 juin dernier et des dispositions qui doivent nécessairement en découler. Merci. Le suivant déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur Sass. Oui, c'est madame? Oui, je voudrais intervenir pour 2 points. Allez-y, madame. Oui, il y a d'abord
le CHU Tocoin. Tocoin ou bien campus? Oui, Lomé, Sylvain Solipiola. Tocoin. Oui, Tocoin. Oui. Vous verrez qu'il y a un bâtiment abandonné en construction depuis des années qui est abandonné dans l'enceinte. Si ce bâtiment terminait, ça pourrait être occupé par des malades. Et en ce qui concerne la saleté, tout ça, nous avons vu les vidéos, donc on regrette que c'est ce qui se passe dans notre pays. Oui. Concernant le problème de détournement ou bien de gestion des fonds, c'est malheureux parce que le pauvre Togolais, c'est des gens inconscients qui agissent comme ça, ils n'ont aucune conscience. Parce que ils doivent savoir qu'il y a des Togolais qui n'ont... Gardez vos émotions, madame. Je vous en prie, madame. Merci. On a compris l'essentiel. À propos même de ces détournements, il y a le confrère Le Rendez-vous qui écrit ce matin: détournement de sommes colossales dans le secteur pétrolier. Y a-t-il réellement un commandant à bord du navire du Togo? L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est notre ami Doji. Monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous, Doji. Voilà, à propos du Covid-19, j'ai constaté que depuis un bon moment, le gouvernement est en train de prendre attache avec des responsables religieux afin d'explorer les voies et moyens afin d'ouvrir les églises et les mosquées, évidemment. Et les temples. Mais j'ai constaté que en plein midi, dans la zone de Décon, j'ai constaté qu'il y a appel du muezzin, un appel public à la prière du muezzin. Vous-même, vous avez entendu? La semaine dernière. Mais ce matin, chez moi, à la maison, j'ai constaté également cet appel-là, autour de 5 heures ou 4 heures et quelques. J'ai entendu également l'appel public par haut-parleur du muezzin. Oui. Alors, je me demande si la mesure d'interdiction a été levée au niveau de la religion islamique et que c'est seulement les religions chrétiennes qui continuent. Sinon, c'est un peu comme si il y a 2 poids 2 mesures. Non, rassurez-vous, la mesure n'est pas levée. Mais à propos de l'appel du muezzin, Tchakala, il semble que depuis le début, il a été clair que le muezzin pouvait appeler à la prière, mais c'est pour signifier que chaque musulman prie chez lui à la maison. Absolument. Les mesures ne sont pas sélectivement prises. Et tous les lieux de culte sont refusés d'accès, que ce soit les chrétiens et les musulmans. Donc personne. Donc, mais le muezzin, qui seul peut intégrer le lieu, peut signifier à tous les musulmans que l'heure de prière a sonné et que chacun peut le faire dans le strict respect des mesures chez lui à la maison. Donc, venir à la mosquée. Oui, c'est quand vous réglez votre montre pour indiquer qu'à 13h j'ai un rendez-vous. Donc, c'est ce que les muezzins essaient de faire. Sinon, aucune prière collective n'est... Merci. Nous recevons Jérémy. Bonjour. Bonjour, ça. Oui. Je voudrais d'entrée dire bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Et leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Je vous en prie. Franchement, c'est par rapport à la privatisation de l'ex-Toco que j'ai voulu rebondir. Vous savez que moi, je viens de cette région-là et on a quand même vu, au-delà des scandales financiers que vous évoquiez tout à l'heure, on a quand même vu ce que le Toco a pu faire dans cette région, la Toco, pardon, a pu faire dans cette région et actuellement la NSCT. Mais moi, je suis, au-delà de choses-là, je suis un citoyen viscéralement contre les privatisations. Pour des raisons simples. La première, c'est que il y en a qui seront déflatés pendant qu'on évoque des raisons économiques pour ces dégraissages en personnel. On ramènera certainement des compatriotes de chez eux occuper les postes
pour lesquels, qu'on voulait peut-être, supprimer. Ça a été toujours constaté lors de nos précédents, lors des les précédentes prises des sociétés que nous connaissons. Je ne voudrais pas parler de Togocom. Et l'autre, est-ce que ce ne serait pas plutôt mieux qu'on fasse une éducation financière à ces gestionnaires de cette société-là, qu'on les rappelle à l'ordre, qu'on rapatrie peut-être les fonds perdus et peut-être changer? Est-ce qu'il n'y a pas de compétents togolais qui puissent peut-être prendre la tête de cette société que de donner peut-être ça à des étrangers qui rapatrient des fonds, des milliards chez eux? Oui, Jérémy, c'est un débat qu'on aurait attendu des parlementaires, mais comme ils n'ont pas eu le temps d'en parler, ils ne savent pas, finalement. Sinon, en principe, c'est des questions que les députés devraient poser en nom à nous tous. L'ami Kolani, bonjour. Allô, bonjour, Sass. Oui. Je salue vos collègues sur le plateau. Nous vous saluons aussi. Oui, monsieur Sass, vous savez, l'État ne tombe jamais en faillite. Toutes ces privatisations, vraiment, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on se dise c'est pas une vérité. Vous avez Kolani, attention, il n'y a pas longtemps, l'État libanais était tombé en faillite, hein? Oui, non, laissez ces gens, je n'ai pas dessus la tête de nous aller ici, ce que nous voyons. Chacun sa réalité. Vous voyez ce que vous êtes en train de dire au niveau du CHU Campus, c'est lié qu'on sort. Moi, j'ai eu la chance de faire l'administration et il y avait des choses, c'était leur appareil fibroscopie là, que l'État a payé pour eux. Je ne sais pas pourquoi ils ne demandent pas. Dans le budget, le directeur qui est là-bas ne peut pas demander, il y a ceci qui manque, même s'il y a l'autonomie là-bas. Mais c'est ça fait un peu mal, tout ce que vous avez visionné là, nous tous on a vu ça. Et puis quand on a coupé l'Internet en 2017, il paraît qu'on a évalué, on a condamné le Togo au niveau des ACDR, on a évalué ce montant, ça devait permettre même de construire des hôpitaux et construire les écoles. Et vous voyez, aujourd'hui, chaque fois que j'appelle sur vos antennes, des fois vous pensez que je suis contre le gouvernement. Non, c'est la mauvaise gestion, ils sont médiocres et ils n'ont qu'à dégager le plancher. Sinon, je ne comprends pas. Et quand on nous parle aujourd'hui de Sotoko, hier sur la TVT, si vous avez vu la caravane du ministre, les 4x4 qui sont alignés sur la route de Ketao, mais plus de 15 à 20 véhicules, et le carburant là. Pour faire quoi? Quelle caravane fait? Vous parlez de quel ministre? Le ministre de l'Agriculture. Pour aller montrer dans les villages, dans les régions, que si cette terre, il faut tel engrais. Est-ce que le paysan a besoin de ça? Vous savez qu'il y a tel engrais ici, vous envoyez chaque préfecture avec les engrais qui correspondent à leur terre. Et vous faites cette caravane encore pour le gaspillage. Monsieur Chasse, l'État de Togo est créé il y a longtemps. Les gens sont sortis des agriculteurs qu'on sort. Ils avaient toutes ces études, il suffisait de dépoussiérer, mais il a encore financé des gens pour aller faire des études sur toute l'étendue du territoire pour voir quelles sont les terres qui sont adaptables à tel engrais. Mais mes amis, il ne faut pas qu'on nous trompe. Même l'agronomie au campus ici. Aujourd'hui, on a tous ces résultats. Moi qui vous parle, je sais ce que je suis en train de dire. Monsieur Sass. Ouais. Non, de toutes les façons, nous allons dire quand même, ceux qui nous gouvernent, qu'à comprendre, vous êtes responsables, surtout les députés. Je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée là. Vous savez que, au niveau de la dynamique, si on prenait le pouvoir, on devait dissoudre l'Assemblée. Je pense que c'est ce qui fait que l'ami Kolani, vous savez ce qu'on peut l'ami Kolani, vous savez ce qu'on peut faire avec les SI. L'ami Kolani, vous savez tout ce qu'on peut faire avec les SI. À propos de, je me rappelle, en 2020 dernier, nous avons reçu le directeur de l'ITRA, l'Institut Togolais de Recherche Agricole, qui nous a parlé du projet de fertilisation des sols. Et ce sont ces résultats-là qu'on est allé communiquer aux paysans dans les pays. Oui, maintenant, la forme qu'a prise la campagne de divulgation, je laisse le soin à chacun d'apprécier. Oui, le digne-fils de Palogou. Justement, c'est cette forme. Hier, lorsque je suivais le journal sur la TVT, j'ai vu une grande caravane chez moi dans la Bina. Mais je me demandais, mais tous ces véhicules-là, c'est comment il a pu récupérer ça pour cette caravane-là avant d'informer les producteurs qu'il y a eu la nouvelle carte de fertilisation des sols. L'information n'avait pas du tout besoin de ça. Je ne sais pas si vous avez suivi le journal. C'était une caravane monstre, pompée. Je ne sais pas à quoi cela pouvait servir. Ce carburant, ce déplacement des véhicules, on pouvait faire autre chose avec. Bataka, bon, je ne communique pas tellement sur son ministère parce que je n'ai pas un partenariat avec lui, mais
Mais c'est ce qu'il a fait chez moi. Nous, on n'a pas besoin de ça parce que je connais bien ma préfecture. Je connais ce dont elle a besoin. Il n'a qu'à se renseigner, voir si on a besoin des caravanes ou bien de renforcer la production. Merci, Tchakala. Les députés sont revenus sur la privatisation, ce que font, la façon dont le gouvernement l'a introduit, la façon dont les députés auraient dû s'y prendre. Et puis également quelques questions sur les CHU, Tokoin et Campus. Non, je voudrais que on respecte un peu plus nos élus. Ils ont un mandat de leur base, du peuple. Attendez, on les respecte ou bien ils se font respecter? Qu'on les respecte et qu'ils se fassent respecter. Okay. Il ne peut pas constituer ces garçons de course ou bien ces petits coursiers-là pour certains. C'est pas normal. Cette façon cavalière de les avoir convoqués pour la gestion d'un dossier aussi délicat que celui de la Sotoko me semble un peu bancal. Hein. Il va falloir qu'eux-mêmes ils donnent de la valeur à l'institution qu'ils représentent et au peuple qui les a mis là-bas. Donc, il y a des choses qu'on veut nous cacher. Sinon, il n'y aurait pas un tel empressement pour cette privatisation. C'est vrai que la Sotoko et actuellement la NSCT a connu des problèmes dans sa gestion, mais pour autant, on ne peut pas faire couvrir le truc d'un voile opaque et ne pas savoir situer les responsabilités. Sinon, des milliards comme ça que des gens prennent pour aller vivre grassement comme des princes et laisser les paysans à leur triste sort, ça me semble un peu pénible à supporter. Le président de la République, c'est sûr que ça ne peut pas se faire sans son intelligence, donc il doit savoir qu'il y a des petits et vilains bébés qui se font dans son dos. Merci. Comme un auditeur dit, Togocom hier, la NSCT aujourd'hui, ce sont des pans de notre patrimoine national et qu'on ne saurait brader comme ça à la va-vite sans que le peuple en soit suffisamment informé. Didier Assogba. Oui, naturellement, sans que le peuple n'en soit suffisamment informé et surtout impliqué. On sent que généralement, pour ce genre de décision, le peuple n'est pas impliqué. Le peuple, l'Assemblée nationale, la représentation nationale, donc, représente le peuple. On veut prendre des décisions comme ça, des privatisations. Malheureusement, l'Assemblée n'est pas impliquée d'abord dans la décision. Et même si les projets arrivent là-bas, c'est avec, comme le bâton au-dessus de la tête des députés. Si tu ne lèves pas la main, tu vas voir. Et des gens lèvent les mains pour garder leur poste, leur privilège. Et c'est juste dommage, cette façon de gouverner. Il y a quelques semaines, on parlait dans ce studio de la séparation, du principe de séparation de pouvoir. Si nous voulons véritablement construire un État de droit, un État démocratique, où le droit des citoyens et la souveraineté du pays, je veux parler de la dignité même du Togolais, est pris en compte dans la gestion. Il faut vraiment qu'on donne un peu du crédit et de l'autonomie au pouvoir législatif dans la gestion de ce genre de dossier et que les députés arrivent à conclure et à décider en toute âme et conscience des conséquences qui peuvent arriver parce que Togocom, tout ce que nous endurons maintenant, ça je peux commencer par t'appeler maintenant et tu seras inaccessible. Si c'est une affaire qui vient comme ça, tu l'as perdu comme ça. Et vous avez perdu aussi, vous. Et moi aussi, je perds. Et c'est la faute à l'équipe qui est venue prendre Togocom et qui ne peut même pas, ne serait-ce que nous assurer un bon réseau GSM aujourd'hui. Merci. On va devoir s'arrêter là. Vous avez la parole, vous la gardez pour votre carton de fin d'émission. Non, quel carton donner? Carton d'indignation à tous ceux qui s'adonnent à ce jeu. Merci. Ali Romorou Tchakala. Non, mais carton rouge aux députés de l'Assemblée qui, au petit claquement de doigts, sont allés donner leur onction à cette forfaiture en gestation. Uriel Enyam. Carton rouge au ministre de l'Agriculture et de toute son équipe pour les secousses qu'ils veulent faire voir à la population. Oui, mais permettez en toute amitié, carton rouge à vous tous, parce que le carton est décerné sur des sujets et des personnes qui n'ont pas été débattues au cours de l'émission. Le principe du carton, c'est que nous décernons les cartons sur des sujets qui n'ont pas été évoqués. Non, c'est tellement scandaleux. Je pense qu'on n'a pas parlé. C'est l'émotion. C'est notre fibre patriotique qui nous pousse. Tchakala, nous avons le devoir de rester maître de nos émotions. À propos d'émotions, vraiment, toute mon amitié à l'auditeur qui a appelé tantôt à la dame et qui nous a quitté pratiquement en sanglots. Son émotion, nous la comprenons. Oui. Demain, elle sera plus forte.
pour que nous triomphions de tout cela. Et c'est fini pour aujourd'hui, la semaine est bien lancée, mais continuons à méditer sur ce proverbe allemand que nous avons togolisé qui dit « L'ordre et le droit conservent le monde ». Encore une fois, l'ordre et le droit conservent le monde. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.